La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une aberrante vidéo que je suis super content de vous faire. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, on est mardi, on n'est pas samedi. Pourquoi je vous poste cette vidéo le mardi? Parce que justement ce soir, c'est le grand soir. Il y a eu plein de grandes nouvelles par rapport à Inoxtag. Et moi, je vous fais cette vidéo pour vous raconter la vérité sur Inoxtag, la vérité sur ce qui s'est passé avant le plus grand projet qu'il a entrepris. Voilà. Comme vous avez pu le voir, Inox, il nous a sorti un teaser. Dans ce teaser, il y a plein de choses, plein d'informations. En même temps, on comprend pas trop ce qui se passe, s'il a réussi, s'il n'a pas réussi, etc. Et ça annonce un retour très proche. Donc premièrement, je voulais vous annoncer que le documentaire du frérot Inox sera dispo dans toutes les salles de cinéma de France le 13 septembre au soir. Voilà, donc ça c'est premièrement la grande nouvelle. La deuxième grande nouvelle, c'est que vous avez un lien en description qui va vous permettre d'accéder au site si jamais vous souhaitez acquérir des places. C'est le premier soir, je l'annonce en avant-première avec Inox bien évidemment qui a fait l'annonce, enfin en tout cas avec l'équipe d'Inox qui a fait l'annonce, c'est pas lui personnellement qui l'a fait. Et du coup voilà, si jamais vous voulez aller voir le documentaire pour savoir s'il a réussi ou pas, vous avez le lien dans la description qui vous permet d'aller acheter des places. Ça, c'était premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Premièrement, je suis dans une voiture. Je sais pas si elle te parle, cette voiture. Regarde, Charles, tu peux leur montrer un peu le volant. Il y a écrit BMW Carbone M1, M2, donc tu es dans une M quelque chose. Ici, il y a écrit CS, donc tu vois CS, bah, on peut bien se demander ce que c'est. Ici, tu as la petite boîte de vitesse M, donc encore une fois, on est dans une M3 CS. Mais cette M3 CS appartient à un personnage que vous connaissez très bien, elle appartient à Inoxtag en question. Je suis allé lui voler sa voiture chez lui pour faire la vidéo avec un invité très spécial, un invité surprise, et un invité qui a participé de très près à tout ce projet, qui va nous dire beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui vont nous intéresser. Ensuite, on va vous représenter cette magnifique voiture, donc la voiture personnelle, frérot, du frérot Inoxtag, de l'extérieur, de l'intérieur. On va faire un petit tour avec un invité mystère, vous allez voir dans quelques secondes, et je pense que c'est une vidéo qui devrait vous plaire. Ouvrez bien les oreilles, il y a plein de petits détails importants qui vont être dits. Les amis, ça y est, on se retrouve avec le frérot qui est là. Comment ça va, François? Ça va, mon gars? Ça va et toi, frérot? C'est un plaisir de te croiser. Ah bah même moi, hein, putain, t'as une poigne d'alpiniste. Bah ouais. Ça se voit, il a la poigne d'un mec qui a gravi les sommets, frérot. Salut l'équipe. Voilà, vous le connaissez. Alors, pour ceux qui le connaissent, c'est Mathis. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est Mathis? Mathis, c'est la personne que Inoxtag a choisi choisi, tout simplement, on peut dire ça comme ça. Il a choisi, il m'a fait confiance Voilà. pour l'emmener Sur les toits du monde. sur le toit du monde. Voilà, Ouais. sur les toits du monde, parce que vous avez monté pas mal de montagnes ensemble, pas mal de sommets ensemble. Et du coup, les amis, moi je suis super content d'avoir Mathis dans cette vidéo. Premièrement, parce que c'est un mec quand même qui mérite d'être mis en avant, parce que c'est lui qui a fait le binôme avec Inoxtag pour faire plein de choses. L'Everest ou pas, on n'en parlera pas tout de suite maintenant, mais on va parler de plein d'autres choses, de l'avant, de comment est-ce que tu as été choisi aussi, de qu'est-ce que ça t'a fait. Tu es un passionné de voiture aussi. Et malgré tout, tu as vécu l'année qui a précédé aux côtés d'Inox quasiment tout le temps. Donc tu vas nous raconter les petits secrets sur la prépa. Ouais. Si des fois il s'est un peu chié dessus ou pas. Tu vois, vrai, j'ai un paquet d'anecdotes. Ouais. Voilà, un paquet d'anecdotes. C'était bien drôle. Voilà, donc on va surtout parler de ça. Après, comme je vous ai dit en intro, aujourd'hui il y a le teaser qui est sorti. Donc Mathis a pris part bien évidemment au teaser. Ça va être dispo dans tous les cinémas de France le 13 septembre. Donc ça c'est hyper important. Le documentaire, un final sur l'Everest, Inoxtag et toute son équipe, dont Mathis qui est là aujourd'hui. Et en description, vous avez le lien qui vous permet d'obtenir des places sur les sites des cinémas. Faites vite, ça va partir super vite. C'est l'événement le plus hypé de la dernière décennie, frérot, à mon avis, du YouTube game français en tout cas. Donc voilà, vous savez où ça se passe. Franchement, les gars, j'ai vu le documentaire. C'est une dinguerie. Ouais. Il est incroyable. Il est énervé, vous allez kiffer. Ça vaut vraiment le coup d'aller le voir au cinéma, donc n'hésitez pas à prendre vos places, les gars. Voilà. Donc frérot, je te propose un truc. Moi, je suis allé voler la voiture d'Inox chez lui, tu vois, parce qu'il me manquait, j'avais besoin de quelque chose qui me rappelle mon gars, mon frérot. Cette voiture-là, est-ce que tu la connais, toi? Mec, je la connais un petit peu, on l'a utilisée déjà avec Inox. Ouais. Franchement, elle est vraiment lourde. J'aimerais qu'on la présente à deux, du coup, à ma jeune audience qui est en train de regarder cette vidéo maintenant, parce que les amis, on est quand même en présence de la M3 CS la plus cramée de France. La M3 CS que j'ai préparée avec MKMS à Cannes pour Inox, et on lui a quand même fait un truc qui est sacrément unique. Je sais pas ce que t'en penses en tant que passionné de voiture, parce que t'aimes les voitures. Moi j'aime les voitures, je suis plutôt sur les 4x4, un truc un peu plus gros. Ouais. Celle-là elle est quand même bien cramée. Ah celle-là. Ce Grinardo là il est vraiment lourd. Je trouve elle est cramée mais juste limite, tu vois, c'est pas non plus là, une full black trop énervée. Ça reste une config quand même de puriste. Ouais. Alors comme vous pouvez constater les amis, la voiture d'Inox c'est une M3 CS, donc c'est pas la toute dernière génération, c'est la génération juste avant.
version. Et la version CS, en gros, c'est la version la plus extrême de toutes les M3 qui existent, tu vois. Donc, à quoi tu reconnais une M3 CS? Premièrement, à ça. Sur le capot, vous avez une extraction d'air pour permettre à l'air chaud qui est stocké dans le capot de s'évacuer par ici. On a toujours la fameuse bosse, donc ça très connu hein, sur toutes les M3, depuis un paquet d'M3. Et t'as vu, Mathis, on avait mis un kit carbone complet sur la voiture à inox à l'époque. Regardez le niveau de détail de la calandre, donc qui est totalement en carbone, les deux bouches, parce que ça c'est l'époque où... T'as vu les nouvelles? Tu les as vues en photo, les nouvelles? Ouais. Tu préfères cette calandre ou les nouvelles calandres un peu chelou Ben moi en vrai je préfère les nouvelles. Ah, je sais qu'il y a plein de mecs, peut-être toi tu préfères les anciennes. Moi je me suis habitué aux nouvelles, mais ouais. Moi je préfère les nouvelles, je trouve ça un look plus agressif et tout, je préfère. Mais bah, c'est vrai, après ça reste le look quand même emblématique de BM. Ça c'est la gueule originale. C'est ça. Vraiment, et donc vous voyez là, donc les doubles barres, on a une lame avant qui est tout en carbone. Et quand on lui a fait le covering, en fait, on a choisi de laisser l'intérieur des bouches en noir. Donc l'intérieur des bouches en noir, tout simplement pour donner un effet de relief, comme vous le voyez hein, dans tous les cas sur les inserts qui passent à l'écran depuis tout à l'heure. Il y a un effet de relief, un effet de profondeur. Et on a les deux barres, t'as vu les traverses, ça c'est un petit détail qui tue. Les traverses jaunes comme ça, là, avec la même couleur que les étriers de frein, mec, c'est trop beau. C'est incroyable, ouais, c'est vraiment les petits détails, j'adore ça. Moi. On dirait un mec énervé, c'est les trapèzes d'un gros bodybuilder, là, clac, clac, comme ça, tu vois, et que genre il te regarde, qui veut te foncer dedans, tu vois. En plein jour, on les voit bien, alors sortent bien, ça fait vraiment agressif. Et vraiment... tu vois les veilleuses, alors Charles, tu peux te mettre face à la voiture, frérot, pour leur montrer. Et voyez les amis, les veilleuses que vous avez ici, alors c'est les veilleuses des M3 phase 2, donc c'est les tout nouveaux, enfin c'était les derniers feux en tout cas sur cette phase là, donc c'est des veilleuses qui sont un peu mieux dessinées que les anciennes, avec les phares à LED derrière, tu vois, ça lui donne un look vraiment agressif, vraiment cramé je trouve. Quand tu vois ça qui arrive dans ton rétro, je pense que tu te rabats direct. Toi. Encore plus quand tu vois que c'est Inox qui conduit frérot, t'as qu'une envie, c'est de le laisser passer le plus vite possible le cafard. Mon gars, moi j'ai fait 2-3 tunings avec lui. Il a une conduite aberrante ou pas? Il a une conduite qui est très aberrante, je pense que j'ai pris plus de risques dans cette voiture que sur les montagnes, tu vois. Mais alors une question, est-ce qu'il conduit mieux que ce qu'il escalade? Je pense que maintenant il escalade beaucoup mieux que ce qu'il conduit. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Tant mieux frérot, c'est bon signe. Ensuite les amis, alors regardez, vous avez ces jantes. Alors ça c'est les jantes d'origine de la M3 CS. Donc tu vois c'est une forme un peu plus sportive que sur une M3 normale. T'aimes ces jantes toi frérot ou... Ça, je trouve elles sont classiques, c'est en mode classique, ça a bien aéré. Ouais c'est ça. Ça fait vraiment ressortir l'étrier de frein. C'est ça, ça fait ressortir l'étrier qu'on a fait en jaune. Donc pour rappeler les traverses, on a voulu faire l'étrier en jaune un peu fluo. Ça c'était une demande d'Inox qui m'avait dit qu'il aimait bien le jaune à l'époque. Donc moi je m'étais dit gling gling, on va lui faire des détails jaunes. Ensuite on a l'aile, voilà, avec l'extraction d'air ici. On a les rétros carbone, donc ça c'est d'origine, parce que c'est une M3 CS et que les M3 CS d'origine ont les rétros tout en carbone. Pas mal de moustiques écrasés, hein. Je pense qu'il a le pied lourd un peu, le frérot, avant de partir en Népal, il s'envoyait un peu à mon avis. C'est clair que... Je viens juste de capter que le toit est full carbone, tu sais que j'avais jamais remarqué encore. Parce que ça c'est sur les CS ou sur les packs compétition, t'as le toit qui est systématiquement full carbone, et ça c'est nous qui lui avons rajouté. Okay. Tu vois, parce que ça normalement ça n'est pas en carbone, et ça on lui a rajouté les LED de requin comme ça en carbone. Tu kiffes le carbone sur une voiture toi ou tu trouves ça un peu... Moi j'aime bien mais quand c'est bien dosé. Ouais c'est ça. Que ce soit bien dosé. Si c'est trop je suis pas hyper fan. Et j'aime bien les grosses paillettes là, tu sais comme sur les Mansory là. Carbone forgé. Ouais le carbone forgé je trouve vraiment classe. Ouais même moi je kiffe. Ça j'adore. Ensuite sur la face arrière on lui a mis un gros béquet. Donc ça c'est un béquet qui n'est pas d'origine hein, parce qu'il est vraiment beaucoup plus long que ceux que tu peux avoir d'origine. On lui a mis un diffuseur en carbone et on lui a mis des sorties d'échappement M. Alors ça c'est les sorties d'échappement CS, tu vois, mais on lui a bien mise centrée, avalée dans le diffuseur, tu vois, ça donne un effet vraiment DTM à la voiture. On dirait les voitures de course un peu, tu vois, avec les gros extracteurs qui sortent derrière, tu vois. Et elle a les feux de la phase 2, donc avec du coup les nouveaux feux LED et surtout ça, le petit CS. Alors ça on le voit pas souvent. Mais quand tu le vois, tu sais que c'est une vraie M3 CS, parce que la M3 CS c'est très rare, et il y a beaucoup de fausses M3 CS aussi. Et t'as vu, il se fait plaisir quand même notre cafard. Hein. Mec, il est bien avec ça, hein. Franchement. Putain, il kiffe, hein, frérot. Franchement, je t'avoue qu'on s'est mis 2-3 virées avec, elle fait plaisir. Elle fait un beau bruit, tu te fais vraiment plaisir dedans. Ah ouais, non, tu kiffes, c'est une caisse de psychopathe, hein, frérot. Par contre, elle est quand même bien aberrante. Quand t'accélères là en propulsion, je trouve c'est... Ah bah on va voir ça, hein. C'est les 2-3 tours que j'ai fait avec lui, franchement, moi ça fait vibrer un peu. Tu l'as vu avec lui, mais tu l'as pas vu avec moi encore. Moi j'ai une conduite aberrante. J'ai peur. J'ai une conduite de sagouin, frérot. Oh, merde. Ouais, ça va être fou. Donc les amis, on se retrouve maintenant dans la M3 d'Inox avec Mathis
pour parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux que la simple voiture d'Inoxtag. À savoir que le titre de cette vidéo, c'est quand même La vérité sur Inoxtag, je vous dis tout. C'est une vidéo bien évidemment avec un titre très aguicheur, mais on va vous dire beaucoup de choses sur Inox et sur son projet à propos de l'Everest. Parce que toi, Mathis, tu l'as accompagné en fait depuis le tout début. Moi, j'étais au tout début, ouais. Au moment où il a annoncé le projet, c'est là où j'ai rencontré Inès. Voilà, alors c'était il y a quoi? Il y a 1 an et demi maintenant? C'était il y a 1 an et demi, ouais. On s'est rencontrés via Nico Mathieu, qui est un youtubeur aussi qui fait des aventures. D'accord. Et ce gars-là, Nico, il lui a dit, bah, tu devrais contacter Mathis, je pense que ça pourrait être un bon gars pour toi, pour ton projet. Ouais. Nico, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, il y a Inoxtag, il a annoncé son projet sur l'Everest, si ça te motive de faire ça avec lui et tout. Et moi, dis-toi, Inoxtag, je le connaissais via toi, en fait, au final. Sérieux? Parce que, mec, je te suivais à la base. C'est incroyable cette histoire. T'étais quasiment le seul mec que je suivais un peu régulièrement sur YouTube. Putain, ça fait plaisir, ça c'est gentil. Non, franchement, mec, je kiffe vraiment le contenu que tu proposes et tout, c'est vraiment cool. Putain, merci. Putain, donc j'ai ma petite part quand même de responsabilité dans le fait que tu as connu Inox et que tu l'as accompagné dans tous les projets que vous avez fait. Bah, en vrai, je l'ai découvert grâce à toi et... C'est incroyable. Et du coup, ouais, trop cool, franchement. Mais du coup, il t'a DM, ça s'est passé comment du coup, Nico lui passe mon numéro de téléphone, il dit ouais, t'as qu'à l'appeler. Et 5 minutes après, je vois un numéro qui m'appelle, Inox qui m'appelle. C'est typiquement lui. Ça, tu vois, c'est un mec tellement déterminé. Il n'y a pas de chichi. En fait, c'est quand même un mec, t'as vu, qui est super connu. Et il n'y a pas 50 managers qui t'ont appelé avant, bonjour, on va vous... Il t'appelle lui, tac, 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 il te sent. direct. Et du coup, comment s'est passé le coup de fil? Il m'appelle, il me dit ouais, c'est Inox, si t'es chaud, on se voit sur Paris, on parle du projet et tout. Ouais. Et, du coup, et là, tu te dis quoi, toi? Tu te dis merde, dans quoi je m'embarque ou tu te dis je vais gérer? Moi, sur le coup, tu vois, Inox, je le connais que via toi. Ouais. J'ai aucune idée au final de. Tu vois, j'ai jamais trop regardé ses vidéos. Ouais. Je prends pas la mesure de l'influence qu'il a au final, tu vois. Ouais, qui est énorme. Qui est énorme. C'est fou l'influence qu'il a. D'ailleurs, toute la communauté d'Inox, ta communauté, une communauté de malades, franchement, vous donnez de la force tout le temps. Ah ben, et c'est trop cool, franchement. Moi, j'ai vraiment découvert que des bons gars, quoi. On aime notre communauté et je pense qu'on a notre communauté est le reflet un peu de ce qu'on rejette nous. C'est vrai qu'on essaie de rejeter des choses de bonne valeur et maintenant même toi tu as ta communauté parce que les frérots, Mathis depuis qu'il a entrepris tout ça avec Inox, il a pris pas mal de monde sur les réseaux sociaux. D'ailleurs vous avez son Instagram qui est dans la description. C'est vraiment quelqu'un de bien, il n'est pas là pour le buzz, il s'en foutait. C'est moi qui lui ai proposé de faire une vidéo, c'est même pas lui qui m'a demandé. Si vous voulez aller voir ce qu'il fait, etc. Vous pouvez aller voir. Et pour revenir donc du coup à Inox, donc Inox t'appelle, il te dit on peut se voir sur Paris, etc. Et toi tu te dis quoi? Donc quand il t'appelle, tu te dis ouais, enfin tu te dis putain on va partir sur l'Everest, ça va être un truc de fou. Tu réalises ce qui va se passer ou tu te dis ouais c'est une vidéo, c'est vite fait? Au tout début, vu que je le connais pas, je me dis ok, je veux vraiment le rencontrer sans avoir de préjugés, tu vois, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est. Ouais. Donc je me dis je monte à Paris et je le rencontre, je passe une journée avec lui pour vraiment comprendre quel est son projet, quelle est sa démarche. Ok. Et au tout début, pour moi, l'Everest, c'est tellement loin que c'est même pas envisageable. Tu vois, je me dis, ok, on va voir qu'est-ce qu'il veut faire vraiment. Est-ce que toi, sans parler de cette fois-là, parce que ça, on pourra pas le dire, on va pas spoiler évidemment, est-ce que t'avais avant ça, l'Everest, t'étais déjà allé dessus ou pas? Moi, j'étais jamais allé à l'Everest. Parce que ça coûte cher et ça prend 2 mois, donc ça prend beaucoup de temps. Ouais. Par contre, j'étais déjà allé en Himalaya, j'ai déjà fait des sommets à plus de 6000 mètres d'altitude. D'accord. T'as monté le Mont Blanc une 40aine de fois, tu m'as dit avant déjà? Ouais, j'ai déjà fait l'été, tu vois, l'été, moi je fais souvent le Mont Blanc, je fais beaucoup d'ascensions dans les Alpes, tu vois, je fais photo, vidéo, donc je suis pas mal d'athlètes sur des expéditions, tu vois, aux 4 coins du monde. Donc j'étais allé en Himalaya, je suis en Arctique, je suis allé un peu partout. Incroyable. Tu me disais, tu as plein de clients du coup qui ont des gros moyens, des gros bateaux, des gros trucs avec qui tu fais vraiment plein de trucs du coup exceptionnels et qui eux ont besoin de toi parce que tu es un guide entre guillemets de qualité et ils ont confiance en toi sur les endroits où aller, etc. Donc tu as quand même déjà une expérience dans ce domaine d'accompagner des gens dans les endroits un peu exotiques, disons. Ouais, carrément. Alors, c'est pas les endroits exotiques, hein. C'est vraiment les endroits où il fait pas très chaud en général. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'ai beaucoup de clients qui ont des gros moyens, avec qui j'ai fait des trips de malade mental, hein, en Norvège, fait de l'escalade un peu partout dans le monde. Donc non, c'est trop bien. Après, la vie de rêve, tu vois. Moi, j'adore mon métier, c'est trop cool. Je rencontre que des gens qui sont hyper intéressants, tu vois. Ouais. Même des mecs comme Inox, au final, pour moi, c'était une méga rencontre. Ah bah c'est clair, attends, tu m'étonnes, c'est un projet de fou que vous avez entrepris. Et du coup, moi, au début, quand je le rencontre, je lui dis, si ton projet, c'est de faire juste l'Everest, et rien que l'Everest, en fait, t'as pas besoin de moi. Je te mets en contact avec une agence au Népal, et tu t'entraînes à Paris et tu fais ton Everest. Ouais.
Mais je lui ai dit, pour moi, je pense que c'est pas la bonne démarche à adopter. Ouais. Par contre, si la démarche que tu as, c'est de découvrir la montagne, te faire plaisir et découvrir la montagne vraiment au sens large, sous tous ses aspects, Ouais. alors je lui dis, bah là, on peut vraiment faire quelque chose ensemble. Tu vois, je lui ai expliqué que pour lui, bah, plus il aura d'expérience dans les Alpes avec moi, plus il sera en sécurité sur l'Everest. Parce qu'en fait, tu as vraiment besoin d'avoir une expérience Ouais. en montagne pour être en sécurité. Tu vas comprendre comment ça marche, les crampons, les cordes, les nœuds, la météo. Tu vas se connaître aussi, c'est hyper important. Ah, c'est clair. Donc c'est toi qui lui as conseillé du coup de faire par exemple. Alors vous avez fait quoi comme sommet? Alors donc vous vous rencontrez. En gros, toi tu lui dis que t'es partant. Et ensuite alors comment ça commence? C'est quoi les premiers pas que vous faites ensemble? C'est quoi? Donc là, lui, ben, quand on se rencontre à Paris, il me dit, bah, ok, moi je vois la vision que moi j'essaye de lui apporter. Il comprend, tu vois, le message que j'essaie de lui faire passer en lui disant, bah mec, il faut vraiment que tu sois entraîné. Et il faut que la démarche elle soit bonne pour aller à l'Everest. Ouais. Donc là, on commence ensemble. Et moi, je lui ai dit, bah écoute, le mieux, c'est que tu viennes entre une semaine et 10 jours tous les mois chez moi, à Chamonix. Donc toi, tu habites à Chamonix, ok, et moi, tu lui conseilles de venir 10 jours par mois chez toi. Exactement. Et donc dans un premier temps, je lui dis, en fait, on lui avait conseillé de faire plein de sommets à l'étranger, tu vois, style le Kilimanjaro, la Concagua, qui sont des sommets très hauts en altitude, mais qui sont loin de la France. D'accord. Et je lui ai dit, avant de voyager, de cramer la planète, entre guillemets, enfin, avant de voyager, d'aller partout, on va déjà aller dans les Alpes, chez nous, tu vois, en France. En France, à domicile, à c'est plus domicile. logique. Je lui ai dit, tu vois, on va faire tout l'été dans les Alpes, et il y a déjà plein de sommets. C'est là où on a fait le Mont Blanc, on a fait le Cervin, et tu vois, le Mont Blanc, par exemple, je lui ai dit, bah ok, le Mont Blanc, on va essayer de le faire d'une manière un peu différente. On va faire le sommet, on a été descendu en parapente. Ouais. Derrière, on avait fait plein d'autres activités, tu vois, de l'escalade, du canyoning, on a fait du VTT. Ouais. Donc vraiment, on a fait plein de choses ensemble. Donc du coup, vous avez fait le Mont Blanc en premier. Alors le Mont Blanc, c'est passé comment? Alors tout début, avant le Mont Blanc, il est venu 10 jours à Chamonix. Et là, on a vraiment fait toutes les bases, tu vois. Il fait vraiment, donc lui, il arrive avec un niveau qui est 0-0. Ouais. Et je lui apprends à marcher avec des crampons, quelles chaussures il faut utiliser. Incroyable. Je le teste un peu physiquement, tu vois, voir quel est son niveau, on va dire, de base physique déjà. Quel niveau il avait physiquement, honnêtement? Honnêtement, il était pas si dégueu. Pas si dégueu. Et puis je pense qu'au début, il avait vraiment la niaque. C'est un mec qui a une mentale, les gars, je vous dis, c'est un mec qui a un mental, j'ai jamais vu ça. Très déterminé, beaucoup de détermination. Il peut se la tuer, vraiment, il a une force mentale qui est incroyable. Et ouais, il puise vraiment là-dedans, cette force qu'il a, c'est vraiment fou. Et donc non, franchement, au début, il est pas dégueu, mais limite, il me surprend. Je me dis, putain, ouais, ok, le gars, il est pour un geek, tu vois, moi je le prenais un peu pour un geek quand même. J'avais vu, il faisait beaucoup de vidéos sur internet, de jeux vidéo. Ouais. Je me suis dit, ouais, pour quelqu'un qui fait pas beaucoup de sport, il avait quand même déjà un gros niveau, parce qu'il avait fait de la muscu, tu vois, il a fait sa transformation muscu, mais c'est pas des sports d'endurance, tu vois. C'est ça. Ouais, parce que là, ce dont vous parlez, c'est quand même un sport d'endurance sur des semaines entières, quoi. Donc, c'est ça, et puis surtout, en vrai, la muscu, c'est pas hyper avantageux, parce que ça fait que t'es lourd, et que tu vois, en grimpe, quand tu fais de l'escalade et tout, le poids, c'est un peu ton ennemi. Et donc, du coup, il a commencé à faire, donc tu lui as appris à mettre les crampons, etc., les cordages, à faire les premiers nœuds, à faire tout ça. Et après, j'ai vu, moi, qu'il prenait des cours d'escalade. Ça, c'était vraiment les bases, les prémices. C'est ça, ouais. Au début, moi, je lui ai dit, bah, tu vois, pour l'Everest, il n'y a pas besoin de grimper, c'est vraiment de la marche. C'est beaucoup de la marche. Mais plus tu fais de l'escalade, déjà, c'est bien pour être à l'aise dans les Alpes. On a fait des courses d'arête, on a fait un peu des petites voies d'escalade. Et surtout pour lui, tu vois, de prendre conscience de son corps, de comment tu bouges sur une montagne, un peu, tu vois, c'est une espèce de crapahute, un peu, tu vois. Du coup, c'est méga important. Et en fait, lui, il a vraiment kiffé l'escalade. Vraiment, il aime ça. Il va à Paris maintenant s'entraîner dans la salle d'escalade. Et même, il me dit, ouais, j'aime trop cette sensation de toucher le rocher. Ouais, donc il a commencé à prendre goût, en fait. Tu lui as fait prendre goût un peu aux bases. Et là, je lui ai fait prendre goût à des choses que lui, il aurait même pas imaginé à la base. Parce que dans sa tête, il n'y avait que l'Everest. Et donc ça, déjà, pour moi, c'était déjà une première victoire, tu vois, de réussir à lui donner goût à des choses que lui ne connaissait même pas, de le faire découvrir vraiment ces choses-là, c'est trop bien. Donc premier mois, on fait ça. Deuxième mois, on fait le Mont Blanc. Donc avant le Mont Blanc, on va faire la Dent du Géant, qui est un sommet qui est quand même assez impressionnant. Donc là, c'est un sommet qui est très vertical, avec beaucoup de vide. Ça, c'était la première expérience qu'il a eue? Ça, c'est le premier sommet qu'on a fait ensemble. Le premier que vous avez fait ensemble? La Dent du Géant, qui est un sommet à 4000 mètres déjà. D'accord. Et qui nous permettait de faire une sorte d'acclimatation avant d'aller au Mont Blanc. Parce que le Mont Blanc, c'est quand même haut. Ok, donc après ça, vous avez fait il s'est bien débrouillé sur le premier, il n'y a pas eu de... Sur le premier, il a eu un peu peur. Ah, il a eu peur, ouais, tu m'étonnes. Il a eu un peu peur. En plus, c'était un truc assez vertigineux, donc forcément, c'était quand même chaud pour lui. Putain, le pauvre, ça me fait de la peine, j'ai envie de lui faire un câlin, frérot. Le pauvre, il a eu peur. Mais il a eu peur, mais il était trop content, en vrai. En fait, t'as peur sur le moment, mais une fois que c'est fait, après, il a un sentiment de satisfaction qui est énorme, et du coup, c'est trop cool. Je pense qu'il y a pris goût direct après ça, du coup. Et ouais, il a pris goût, il a pris confiance, toi aussi. Il fallait qu'on établisse aussi une relation de confiance entre lui et moi, tu vois, parce que j'avais quand même sa vie entre mes mains, tu vois. Ça, c'est clair. C'est pas anodin, du coup, c'était méga important, mais la relation, elle a bien fité.
Après, vous êtes allé faire le Mont Blanc. Après, on a fait le Mont Blanc avec descente en parapente. Et où il a vomi. Ouais, il a vomi dans le parapente. Aberrant. On vous met les images si vous voulez, c'est incroyable, vous les voyez là à l'écran. Il a fait l'autruche, frérot, dans le parapente. Toi, tu l'as vu dégueuler ou t'étais déjà descendu? Moi, je l'ai pas vu. Moi, je suis descendu en parapente de mon côté. Ouais. Donc là, je l'avais mis avec un moniteur de parapente parce que moi, je suis pas moniteur de parapente, ouais. je pouvais pas le descendre. Ouais. Mais ouais, la fatigue, l'altitude et le décollage, ça fait que si d'un coup, il était vraiment pas bien et il a vomi au-dessus de Chamonix. Donc les gens de Chamonix, ils ont reçu le vomi aberrant, frérot. C'est ça. Je pense qu'il y a un endroit où il y a eu une petite pluie de vomi, quoi. C'est incroyable. Donc du coup, frérot, après le Mont Blanc, donc vous êtes allé faire Alors au Mont Blanc, est-ce que tu as remarqué qu'il avait des difficultés déjà physiques, psychologiques, morales, je sais pas? Non, honnêtement, il s'en est bien sorti. Il était un peu stressé, c'était stressant pour lui. En plus, il n'avait pas fait très beau lors de l'ascension. Ouais. On s'était fait un peu dégommer par l'altitude, je me rappelle. On est monté quasiment le Mont Blanc, au final, c'est 4800 mètres, c'est presque 5000 mètres déjà. Ouais. Mais non, tout s'était bien passé pour lui. C'était un peu l'épreuve du feu, quoi, pour lui. Ouais, parce qu'au final, c'est le plus haut sommet des Alpes déjà. Ouais. Et si t'es pas bien là, mon gars, l'Everest, tout. Ouais, c'est ça. Et il a passé. Fin du projet, quoi. Haut la main. Ouais. Haut la main. Il n'y a pas eu de difficulté, il est allé dans. Enfin. C'était le troisième. C'est jamais facile, tu vois, c'est jamais facile, mais ça s'est bien passé, tu vois, donc bon, ça c'est propre. Non, c'était cool, franchement. Donc il est redescendu en parapente, il a fait l'autruche dans le parapente, ça tout le monde s'en rappelle. et ensuite, sinon, hormis ça, après le Mont Blanc, qu'est-ce que vous avez fait? Après, on a fait le Cervin, donc on allait faire une montagne un peu plus technique, à 4400 mètres d'altitude. Donc là, c'était un peu plus technique, mais il s'en est super bien sorti, tu vois. Lui, il pensait que c'était des montagnes, ça lui paraissait impossible à gravir. Tu vois, le mois d'avant, je disais on va aller faire ça. Il disait non, mais c'est pas possible, on va pas y arriver, ou ça va être trop dur. Et en fait, il voyait que tout ce qu'on mettait en place en termes d'entraînement, il y arrivait. Il y arrivait au fur et à mesure. En fait, il s'est vraiment vu progresser au fur et à mesure du projet. Et ça, c'était trop cool, tu vois, parce qu'en fait, il passait les étapes une par une. Je disais on va faire ça. Je disais peut-être qu'un jour, dans quelques mois, on fera tel sommet ou telle course d'arête. Et au début, ça lui paraissait impossible. Mais mec, c'est pas possible qu'on fasse ça dans un mois ou deux. Ouais, et après, il le faisait. Au final, on le faisait. Et en fait, il se rendait compte que typiquement, avec de l'entraînement et être assidu, tu vois, assiduité et entraînement, derrière, il y arrivait, quoi. Donc, c'était hyper gratifiant pour lui. Et du coup, donc après le Cervin, donc il a passé encore une fois haut la main. C'était quoi les prochaines étapes? Après, on était au mois d'août et du coup, on a fait plutôt on allait dans le Vercors, donc on a plutôt fait de la moyenne montagne entre guillemets, plutôt escalade. Donc sans neige, c'était pas dans les conditions neigeuses. C'était sans neige, c'était quelque chose d'un peu plus technique. Ouais. Voilà, c'était un moment aussi pour relâcher un peu le projet parce qu'on était allé quand même assez vite. Tu vois, on a fait des grosses montagnes en altitude, dans les Alpes. Donc un moment un peu de relâchement. Et du coup, après ça, on allait au Népal. D'accord. Au Népal, mais quand avant l'Everest ou à l'automne dernier, donc 6 mois avant l'Everest. Ah, donc 6 mois avant de partir du coup pour l'Everest, vous êtes allé faire quoi au Népal exactement? Ça, je peux pas te dire le sommet qu'on a fait. D'accord. Les gens ils le découvriront dans le documentaire. Donc vous avez fait un sommet mystère qui va être révélé dans le documentaire, qui n'a pas été médiatisé entre guillemets pour l'instant. Personne n'est au courant encore. D'accord, personne n'est au courant. Putain, ça, je lui en veux parce que même moi, je suis pas au courant pour le coup. Ouais, on est parti un mois là-bas, on n'a rien communiqué sur les réseaux. Donc c'était un objectif d'entraînement du coup que vous êtes allé faire pour peaufiner. C'était le dernier sommet que vous avez voulu faire avant de passer du coup à l'Everest. C'est ça exactement, ouais. Le but c'est d'aller dans la vallée de l'Everest pour comprendre un peu comment ça marche là-bas, la météo, rencontrer nos Sherpas. Ah, c'est là que vous avez rencontré les Sherpas du coup. C'est ça exactement, la team avec qui on allait bosser sur l'Everest. D'accord. Et du coup... Et là, quand il arrive là-bas, il est impressionné pour la première fois. Il se dit putain, c'est un choc un peu pour lui ou ça va? Déjà, c'est un choc de culture, tu vois. Le Népal, c'est un pays hyper pauvre. Ouais. C'est un des pays les plus pauvres du monde, donc déjà, c'est déjà un petit peu choquant de voir comment ces gens-là ils vivent. Ouais. Et après, quand tu arrives dans la vallée de l'Everest, là, la vallée du Khumbu, mon gars, tout est immense, tout est démesuré, mec. C'est un truc de fou, quoi. C'est plus du tout les mêmes repères que tu as dans les Alpes. Donc là, lui, il adore, tu vois, il voit ça. Il a kiffé, lui. C'est un aventurier. Il trouve que c'est trop beau. Enfin, toi, c'est vrai que c'est magnifique. Toi, c'est magnifique. Toi, tous ces sommets à plus de 8000 mètres là, qui sont devant toi, c'est quand même quelque chose. Et là, il voit l'Everest pour la première fois? Et là, il voit l'Everest pour la première fois. Et quand il le voit, il se dit quoi? Il se dit, je vais me le faire? Il se chie dessus. Ah, il a peur? Ah ouais, il se chie dessus. Parce que c'est impressionnant à voir, c'est très haut. C'est vraiment impressionnant, ouais. Tu te dis, ça te paraît, c'est vraiment immense, quoi. C'est vraiment immense. Donc du coup, vous êtes allé là-bas faire le sommet mystère. Ouais. Et ensuite, donc vous êtes revenu ici. Et après, on est revenu ici au début de l'hiver. D'accord. Et là, on a fait un peu d'entraînement dans l'hiver, on a fait un peu de ski. Ouais. Le but, c'était aussi de refaire un peu du jus, tu vois, parce que c'est quand même des expéditions. Tu vois, on est parti un mois quand même. Ouais. Ça prend du jus. On avait perdu quasiment 10 kilos chacun. Putain, c'est incroyable. Donc, c'est quand même vraiment exigeant. Il faut vraiment reprendre de l'énergie, tu vois. Il faut vraiment être
faut être robuste en fait pour partir sur ces expéditions. Parce que tu manges pas comme tu veux, tu dors pas comme tu veux. La journée il peut faire très chaud, la nuit il fait très froid. C'est long, t'es loin de ta famille, donc c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc après vous êtes rentré du coup en France, et là c'était les préparatifs finaux entre guillemets pour partir du coup sur l'Everest, mais cette fois-ci pour essayer en tout cas de le gravir et pour faire le documentaire, c'est ça? C'est ça, ouais. Juste avant, je suis venu à Paris, on a calé tout le matériel, il y avait beaucoup de matériel à peaufiner, tu vois, toutes les combinaisons, les sacs, les chaussures, donc on a préparé tout le matériel. Alors il y avait quoi hormis ça? C'était vraiment colossal le matos que vous aviez à prendre? Ouais, et toutes les tentes, tu vois, on avait beaucoup de tentes. Ça vous avez tout emmené avec vous, vous aviez rien sur place? Alors on avait un petit peu sur place, mais on en a amené une partie. Après il y a tout ce qui était la nourriture aussi. Donc la nourriture on a beaucoup sur place, mais pareil, tu vois, la nourriture qu'on utilise pour nous, tu vois, un peu tout ce qui est snacks, on prend des gels, on prend pas mal de compléments alimentaires, tu vois, pour... Genre protéines en poudre. C'est ça exactement, ouais. Parce qu'en fait, finalement, là-haut, on mange pas beaucoup de viande. C'est clair. Quasiment pas de viande. C'est important de garder un apport protéiné suffisant parce que quand même, vous fournissez beaucoup d'efforts physiques, quoi. Et donc du coup, protéines, etc. Ouais, on prend full protéines. Parce qu'au final, vu qu'on fait énormément de sport, on crame énormément de calories, mais il n'y a pas beaucoup de viande. Genre, on a du mal à s'alimenter quand même. Donc pour pas trop fondre, on prend quand même beaucoup de protéines et de compléments. Et du coup, alors dans quel état d'esprit il était à la veille du départ pour l'Everest, c'était comment? En vrai, il était confiant, tu vois, parce qu'on avait mis toute la préparation en place et tout, donc tout s'était bien passé. Globalement, ça s'était bien passé jusque-là. Mais stressé un peu, tu vois, avant de partir, normal, hein, c'est un gros projet. Pour lui, c'était quand même, tu vois, d'avoir annoncé un projet comme ça, c'est quand même stressant. Après, pour lui, ce qui était vraiment important, c'était plutôt tout le process, en fait, la découverte c'est sûr. De toute la montagne. Après, dans tous les cas, on ne peut pas dire si on a fait le sommet ou pas. Non, mais ça, on veut pas savoir, mais on veut vraiment savoir dans quel état d'esprit il était la veille du départ, sans refaire tout le flashback sur la totalité du truc. La veille du coup du départ pour l'Everest, il était comment? Honnêtement, il est stressé. Après, il est prêt, tu vois, physiquement, il est prêt, il est au point. C'est sûr que tu as toujours une part de stress, quoi. C'est des gros projets. Il y a aussi un enjeu de sécurité, tu vois. C'est des projets, c'est des montagnes où il y a quand même un énorme risque aléatoire. Toi, tu peux mourir, il peut se passer 1 milliard de choses. C'est dangereux quand même, tu vois. C'est vraiment dangereux. Donc ça fait toujours un peu stressé, surtout avant de partir et tout. Mais il était content de partir, franchement. Il était content de partir? Il était content. Le projet, tu vois, l'étape finale de ce projet, quand ça fait plus d'1 an que tu t'entraînes dans le but de faire ça, il y a un moment donné, tu as envie d'en découdre, tu vois. Et lui, il était vraiment dans cet état d'esprit-là. Et franchement, non, c'était bien, franchement. Donc dans quel état d'esprit il était du coup? Il était stressé? Il était un peu nerveux, tu vois, t'es nerveux. Il était nerveux, voilà, toi, ça quand même, tu m'étonnes. Nerveux et un peu stressé, t'as envie d'en découdre, quoi. Mais content quand même, tu vois. Content quand même. Content que ce soit enfin là, tu vois. Et le voyage, du coup, c'est passé comment? Vous êtes parti en avion là-bas? Vous étiez dans l'avion, t'étais avec lui dans l'avion, il te parlait, il te disait en mode mec, il a eu des moments de doute en mode je vais pas y arriver, putain ça va être chaud, ou il était tout le temps en mode on va y aller, on va dead ça, tu vois. En fait ce qui nous faisait peur à tous les deux, c'était d'avoir un problème physique, tu vois, de se faire mal, en fait, de se blesser sur de l'entraînement, tu vois, je sais pas, tu te fais une entorse, n'importe quel problème physique que tu pourrais avoir, ou même de tomber malade. Ça nous faisait un peu stresser parce que si ça t'arrive à ce moment-là, vu que l'Everest tu peux le gravir qu'au mois de mai, tout le projet tombe à l'eau du coup. Tout le projet tombe à l'eau et du coup tu es obligé de reporter le truc d'1 an. Et tu peux même pas tenter ta chance, tu vois. Et donc ça faisait un peu stressé. Et donc non, il était plutôt soulagé de partir là-bas en pleine possession de ses moyens, tu vois. Il était vraiment en forme. Mais on a pris l'avion ensemble, Charles de Gaulle jusqu'à Katmandou. Et voilà, après, ça je sais pas si on peut en parler, mais il est parti sans téléphone. Ah, il est parti sans téléphone? Bah ça je sais, parce que j'essayais d'écrire, j'essayais de garder des flammes sur Snap, dis-toi. Parce qu'on avait genre 500 flammes sur Snap, lui et moi. Et à la fin j'ai oublié, on a tout perdu, c'était horrible. Putain. Il avait pas de téléphone, moi j'ai aucune nouvelle. Alors on pourra pas malheureusement parler du contenu, parce que vous vous doutez bien que voilà, il y a le lien dans la description pour aller voir ça au cinéma. Donc nous on va rien spoiler ici. Même moi j'ai pas voulu trop en savoir entre guillemets, si ça avait été fait, si ça n'avait pas été fait, etc. Si vous voulez savoir tout ça, il suffit d'aller dans la description, vous avez un lien et vous pourrez voir ça vous directement. Mais en tout cas voilà, du coup ce qu'on apprend de toi, ce qu'on retient de toi Mathis, c'est qu'en fait il flash entre guillemets sur toi. Je suis un peu jaloux parce que je suis un peu possessif avec lui. Et ensuite toi du coup pour l'entraîner, au lieu de partir à l'autre bout du monde, monter le Kilimandjaro, monter tous ces trucs là, tu vas plutôt lui proposer des trucs en mode monter des sommets, donc en France, dans les Alpes, dans l'environ, de s'entraîner, etc.
en France pour pouvoir acquérir de la technique. Vous avez fait plusieurs sommets différents. Donc ça, c'est important aussi à dire, le fait que vous avez fait le Mont Blanc, vous avez fait le Cervin, vous êtes parti au Népal faire un sommet mystère, etc. Donc tout ça, c'est juste hyper important. Et ensuite, après ça, vous vous êtes dit, voilà, vous êtes parti là-bas. Il avait acquis les connaissances techniques nécessaires grâce à toi et vous êtes allé en découdre avec l'Everest. Donc ça, je ne sais pas malheureusement si ça a porté ses fruits ou pas. On aura la réponse très vite. Mais il était quand même stressé, il a eu des moments de stress, il a eu il y a un gros moment de doute qu'il a eu d'après toi ou non? Ouais. On a eu des à quel moment c'était le plus gros doute qu'il a pu avoir, genre? Après, je vais pas spoil, tu vois, Non, mais pas pendant l'Everest, hein, mais je parle avant, moi je parle. Avant, il y a eu une ou deux montagnes, notamment quand on a fait la montagne mystère là à l'automne, on a eu un gros moment de doute. D'accord. Un gros moment de doute. Après, vous découvrirez dans le docu, mais ça n'a pas toujours été simple, tu vois. Il y a eu des moments, forcément, il y a eu des hauts et des bas dans le projet, hein, c'est normal. Et après, moi, le but, c'était vraiment de le mettre sur des rails et qu'on ait une progression un peu. Vraiment continue, quoi. Bon, Mathis, toi frérot, t'aimes les voitures aussi, parce que ça on n'en a pas parlé, on a parlé que de l'alpinisme. C'est vrai qu'on n'a pas tant parlé, mais ouais, j'aime bien les voitures, carrément. Moi j'adore le contenu que tu proposes, qui est toujours des voitures de malade, mais moi je suis plutôt gros 4x4, tu vois. J'aime bien. Genre quoi? C'est quoi ta caisse, toi? Moi, ma caisse, j'ai un Ford Ranger Raptor. Ouais. Et parce que tu vois, l'été je vais beaucoup en montagne, donc j'ai vraiment besoin d'avoir un truc un peu solide, robuste. Ouais. J'aime bien le côté un peu 4x4 où tu es haut sur la route et tout. Ouais. Ça c'est ta voiture? Ça c'est ma caisse, ouais. Ah ouais, c'est une vraie caisse de bastonneur, ça frérot. C'est un truc qui arrache quand même. Ça n'a rien à voir avec ça. Ou ça, pour le coup, tu vois, t'es vraiment sur une caisse de racailleux un peu, tu vois. Tu vois, là, par exemple, t'es sur une caisse un peu plus de Kaira, quoi, tu vois. C'est une caisse genre... C'est une caisse qui est un peu plus cramée, ouais. Ouais, c'est pas aussi haut, t'as pas l'effet 4x4, t'as pas l'effet... Putain, mais gros, il y a Lieti. On l'a croisé là-bas au Népal déjà, cet enculé. C'est quoi, c'est lui qui a pris Inox. Qui a pris Inox? Comment ça qui a pris Inox? Tu m'as dit que tu voulais rien me dire sur l'Everest, tu me dis qu'il a pris Inox. On l'a croisé là-bas et je crois que c'est lui qui... Oh, t'es qui toi? Oh, reviens là. T'es qui toi? Oh frérot, il fait peur le mec. Mais comment attrape-le? Attends. Il est où Inox? Et lui, il sait où il est Inox. Il sait où il est Inox, lui. Mais frère, c'est quoi ce bourbier? Il est où Inox? Viens ici. Hein? On l'a croisé à la montagne. Oh. Il est où Inox? Inox Tag, il est où? Inox, il est où? Eh, viens ici, viens ici. Oh, putain, mais c'est quoi ce bordel, Mathis? Tu m'as dit, tu veux rien me dire, tu me parles pas de... C'est une bête énorme, gros. Dis-nous où il est Inox. Arrête. Eh, arrête de t'énerver. Il est où Inox? Il est où? Mais comment ça? Je comprends rien à ce que tu racontes. Il fait que des bruits. C'est qui ce mec? Mec, on l'a croisé au Népal. Mais il faisait quoi? Il faisait quoi au Népal? Il était dans les montagnes. Inox, il est resté là-bas et je crois que c'est ce gars qui l'a embarqué. Tu l'as embarqué? Il est où? Il est où? Il est où Inox Tag? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils font là, eux? C'est quoi ce bordel? Putain, c'est la BAC, c'est la BAC. Comment ça, c'est la police? Eh, il faut embarquer, faut que vous embarquez ce gars, gros. C'est quoi ce mec? Tu connais toi? Mais cherchez. Comment ça, vous le cherchez? Mais je sais pas, il a pris notre pote apparemment. En gros, moi, je veux pas de problème, les gars. Mais le gars, il a pris notre pote. C'est lui qui a pris Inox. Ben oui, il a pris mon amoureux, frère. Il est venu, il a pris, frère. Embarquez-le. Voilà, faut l'embarquer, c'est un enfoiré. Il est où, Inox? Mais lui les pinces, gros. Attends, je vous aide. Ah, c'est un enfoiré, gros. Tu dois dire où il est. Il est où? Dis-le et on te relâche. Les gars, faut le faire parler. Lui, il sait où il est, mon pote. Allez, viens. Non, c'est bon, on va s'en occuper. Merci, les gars. Merci, les gars. On se reverra, ouais. Gros, c'est quoi cette histoire, gros? Mec, il nous est arrivé des dingueries, frérot. Mais vous l'avez vu où, ce mec-là? On l'a vu au Népal. Hein. Il faut que tu nous dises, gros. Si tu nous dis, ils vont te relâcher. Il est où? Inox Tag, le jeune avec le chapeau. Le chapeau, il est où? Mets tes jambes. De toute façon, on va te faire parler. Allez, on y va. Les gars, merci. Désolé, mais... Ne faites pas, on va le faire parler. Il était là, il nous observait, il faisait des gestes chelous. De toute façon, on le cherchait depuis un moment. Ah ouais? Ouais. On va s'en occuper. Merci. On va le retrouver, votre gars, vous en faites pas. Merci les gars. Allez, go. Quelle histoire. Mec, on va te faire parler, mon gars, t'inquiète pas. Puis le temps qu'on te cherche en plus.